design avec Gutenberg, aujourd'hui, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de parcourir un petit peu l'éditeur et de voir quelles fonctionnalités natives de l'éditeur on peut exploiter quand on fait du web design avec Gutenberg. Euh, Aujourd'hui, il y a pas mal de légendes urbaines un petit peu qui tournent sur le fait que bah, c'est difficile à mettre en place, faut le prendre en main, etc., etc. Il y a aussi une guerre entre éditeurs pour WordPress qui est là, entre Elementor, Gutenberg, etc. Donc l'idée, c'est de sortir un petit peu de ça, de regarder l'outil, de voir ce qu'il a à nous offrir. Aujourd'hui, la majorité enfin, toutes les productions WordPress que je fais, c'est qu'avec du bloc natif, donc j'ai pas de bloc custom. Les seuls blocs custom que j'utilise, c'est donc pour ceux qui travaillent déjà avec le full site editing. Aujourd'hui, je fais que du full site editing. Les seuls blocs custom que j'utilise, c'est sur un single d'article. Parce que quand vous êtes sur un single d'article et que vous voulez afficher les autres articles, vous ne pouvez pas faire une requête aujourd'hui nativement qui affiche les articles de la même catégorie que l'article en cours. Donc il y a juste pour ça que j'ai un bloc custom. Le reste du temps, j'utilise le reste du temps, c'est soit du CSS, soit ce qu'on appelle des registres styles, je vais vous montrer ce que c'est, soit des styles qui sont déclenchés par des contextes. Donc imaginons on a un bouton, par défaut il ressemble à quelque chose, et un bouton dans une colonne qui est petite, par exemple, peut ressembler à autre chose. Donc aujourd'hui on va parcourir les choses à travers plusieurs choses. Donc on va passer d'une installation WordPress pour un petit peu regarder ce qu'on peut exploiter. On fera quelques captures d'écran qu'on mettra là-dedans, dans Figma. Et après, dans Figma, on prendra les captures d'écran et je vous montrerai comment est-ce que ces captures d'écran, est-ce qu'on peut exploiter ce qu'on a capturé. Comment est-ce qu'en fait, dans Figma, dans un design, on peut l'exploiter, de quelle manière. Et l'objectif, c'est que vous arriviez à cerner que voilà, il y a 5-6 clés peut-être hyper faciles à déclencher, en fait, qui peuvent nous permettre d'industrialiser euh, au moins 60% des designs. L'idée, c'est de dédiaboliser un peu le design avec l'éditeur de blocs et de se rendre compte qu'en fait, ça reste un outil. Parce que la finalité, c'est ça reste un outil, c'est en rien quelque chose de contraignant. En général, les outils sont contraignants quand on n'arrive pas, soit quand on les connaît mal, soit quand on n'a pas fait l'effort de les explorer. En dernier lieu, on aura aussi de temps en temps un passage là-dessus. Pourquoi un passage là-dessus? Parce que moi j'ai un profil de designer où je code aussi. Donc ça veut dire que l'idée c'est que dans cette salle, il y a peut-être des gens qui font du design, il y a peut-être des gens qui ont plus une appétence technique, d'autres une appétence plus au niveau de l'éditeur de contenu. Donc c'est aussi pour montrer que on va avoir l'interface de WordPress, Figma et l'interface de code. C'est un peu pour montrer que dès qu'on imagine quelque chose, pour vous montrer la traduction sur les différents domaines. Voilà. Figma, du coup, c'est un logiciel de création d'interface. Vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Enfin, on peut créer un compte gratuitement. Et c'est un logiciel, soit vous l'installez pour l'utiliser, soit en fait vous pouvez l'utiliser en ligne, donc sur votre navigateur. Et c'est le logiciel principalement utilisé aujourd'hui pour créer de l'interface. Ouais. Ouais. Figma. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que tout le monde a déjà un peu regardé ce que c'est, un peu exploré l'éditeur de blocs? Donc, en gros, on est là-dedans. Normalement ici, personne n'est surpris. Il y a plusieurs choses, en fait, qu'on va exploiter aujourd'hui. L'idée, c'est de se dire que quand on attaque un design avec l'éditeur de blocs, on va essayer de chasser au maximum le spécifique. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut généraliser, on va le généraliser. Que ce soit au niveau de la méthode ou que ce soit au niveau de ce qu'on applique. C'est-à-dire que là, j'ai rien sélectionné, je suis dans un texte, vous voyez que sur le côté là, j'ai déjà des tailles. Donc déjà ça, je vais faire un screenshot et vous verrez après pourquoi je fais un screenshot. Donc déjà, avec l'éditeur de blocs, on peut gérer une chose, on peut gérer des tailles de texte. On est d'accord.
Si je vais fouiller aussi là-dedans, avec l'éditeur de blocs, on peut voir qu'on peut gérer des fontes. Pareil, un petit screenshot, et vous verrez ensuite comment. Sur la question des fontes, on va clarifier certaines choses tout de suite. L'idée de sélectionner le sélecteur de police, c'est pas de se dire qu'en fait on va faire un arc-en-ciel. C'est juste de se dire que pour chacun des projets, on peut sélectionner un set de police bien défini. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez vous-même limiter ce set de police et n'ayez pas peur que vos clients fassent n'importe quoi. Ça, c'est un truc qu'il faut dire dès le début. Les clients qui font n'importe quoi et qui explosent les designs, assez souvent, c'est un mythe. Les clients, quand ils ne savent pas faire, ils nous appellent. Parce que les clients ont plus peur de casser le site qu'autre chose, en fait. Voilà. Donc, on voit que sur les polices de caractère, on peut faire quoi? On a des tailles, on a des fontes. Qu'est-ce qu'on peut avoir de pertinent? Enfin, vous voyez qu'on a plein d'autres options. La majorité de ces options, pour ma part, je les désactive. Je garde juste la font size et la font family. Pourquoi? Parce que j'estime, par exemple, le lineate, c'est en design en fait qu'on va le définir. Donc derrière, le lineate va avoir une traduction en code. C'est pas à l'éditeur de site de définir, de décider d'une hauteur de ligne. Le letter spacing, c'est la même chose. Texte décoration, orientation, pareil. Voilà, tout ça pour moi, tout ça c'est du Elementor pour moi. Avec ça, on va déjà faire beaucoup de choses, vous allez voir. Ensuite, si je reviens là, on voit, deuxième chose qu'on va pouvoir exploiter, c'est qu'on a une boîte de couleurs avec de la couleur de texte et de la couleur de background. Normalement, cette boîte n'étonne personne non plus. Tout le monde devrait la connaître. Il y en a qui ne la connaissent pas. Cette boîte pour sélectionner des couleurs. Est-ce que tout le monde la connaît? Tout le monde est OK? OK. Non, Donc voilà, en gros, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé sur WordPress. J'étais aussi, et puis j'ai pris longtemps. Okay. En gros, c'est une boîte pour sélectionner des couleurs et ce qu'elle nous permet, en fait, surtout cette boîte, elle nous distribue une palette de couleurs dédiée au projet. Cette palette, bien sûr, c'est comme les typos, c'est comme les tailles de typos, on va la customiser pour notre projet, c'est logique, on ne va pas rester à chaque fois sur la même chose. Donc là, vous voyez déjà que juste en traitant les paragraphes, on va traiter de la couleur, on va traiter de la typographie. Si je vais voir d'autres blocs, par exemple, médias et texte, si je vais dans les réglages, je vois que j'ai aussi des réglages de couleur, je vois que j'ai aussi des réglages de typographie. Donc la première chose à faire avant d'attaquer un design sur Gutenberg, c'est d'explorer un petit peu les blocs qu'on a sur l'éditeur et de regarder quelles sont les propriétés qui sont communes. Parce que c'est ces propriétés-là qu'on va vouloir industrialiser le plus vite possible en fait. Donc pour ça, on fait quoi? On teste, on met je sais pas, des colonnes, on regarde ce qu'il y a dans colonne. Quelle horreur ça. Je peux pas enlever. Colonne, tiens, il y a aussi de la couleur, il y a aussi de la taille de typographie. S'il y a de la taille de typographie, bah forcément, il y a aussi de la font family. Là, je vais dans colonne, je vois que j'ai aussi des trucs de border. Donc j'ai de la bordure. Je vois que dans la bordure, j'ai un sélecteur de couleurs. Je me dis, bon, tiens, ça peut être intéressant de temps en temps dans mes designs. Quand je design des choses, que ce soit avec l'éditeur de bloc ou pas, c'est assez courant de designer des éléments où il y a des contours en fait. Donc border, c'est quelque chose qu'on va vouloir éventuellement exploiter. On peut regarder un petit peu d'autres blocs. Donc bouton par exemple, je regarde les options, il y a quoi? Tiens, là bouton, il y a quelque chose qu'on n'avait pas avant. Il y a une boîte qui s'appelle style. Si je retourne dans colonne, je n'avais pas cette boîte qui s'appelle style. Si je retourne dans mon média et texte, je n'avais pas cette boîte qui s'appelle style. Donc cette boîte qui s'appelle style au niveau des boutons, c'est quoi? Au niveau du bouton, pardon. Donc c'est des styles qui sont pré-embarqués par l'éditeur en fonction des blocs. Donc ça vous permet par défaut de faire des boutons pleins ou des boutons en contour.
Et il y a des styles qui sont aussi chargés pour d'autres blocs, par exemple le bloc citation. Il y a plusieurs styles qui sont chargés par défaut. Ce qui est intéressant à savoir avec ça, et je vais faire un screenshot tout de suite, c'est que ces styles-là, en fait, on va pouvoir créer nos propres styles. C'est-à-dire que je vais pouvoir soit supprimer cela parce que je veux 0 style pour mes boutons, soit je veux un style de bouton supplémentaire et je vais pouvoir en créer un, soit je veux un style pour un bloc où il n'y a pas encore de style existant. Imaginons, médiathèque, je veux un style pour ce bloc. Eh ben, aujourd'hui, il n'existe pas, mais on va pouvoir le créer. Si je prends l'exemple d'un bouton auquel je mets un style et je publie, donc moi, ce que je conseille quand on fait du design avec l'éditeur de blocs, c'est toujours avoir une vision multimétier. Aujourd'hui, c'est très compliqué de faire du design, mais de regarder que le design en fait. Quand on fait du design appliqué au web, c'est bien d'avoir des petites notions de CSS. On n'est pas obligé d'être un développeur, mais au moins d'avoir des notions, de comprendre comment les choses se passent. Donc là, si on veut regarder ce que fait un style, on regarde notre bouton. Il y a peut-être, vu qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît l'éditeur de site, si je peux juste faire une 30 secondes De 30 secondes. d'expliquer comment ça marche un thème basé sur les blocs en fait. Je pense on va y venir. D'accord. Parce qu'après, on va voir les templates aussi. Donc, l'idée, comme dit, c'est d'avoir une vision un petit peu, d'ouvrir sa vision au métier, de ne pas rester uniquement sur le métier du design, mais de fouiller un petit peu. Pour comprendre, en fait, ce que c'est ces styles-là, en fait, il faut regarder du côté du code. Là, vous voyez qu'on avait un style qui s'appelle Outline. Là, vous voyez qu'on a quelque chose qui s'appelle isStyleOutline. Donc, en fait, quand on insère un bloc Gutenberg, et que ce bloc Gutenberg, on lui colle un style, soit un style qui existe, soit un style qu'on a créé nous, en fait, la traduction en HTML, parce que c'est du HTML, c'est que ça vient mettre classe et ça vient assigner une classe à mon élément. Ça veut dire quoi d'un point de vue design? Ça veut dire que si mon bouton par défaut en HTML, c'est bouton, et si je lui mets un style, c'est bouton classe quelque chose. Donc ça veut déjà dire que là, nativement, on peut créer 2 styles de boutons, et étant donné qu'on peut créer des styles personnalisés en plus, on peut créer autant de styles de boutons qu'on veut. De manière très simple. Ouais. Quand on fait là, on pourra le changer en mode feuille CSS ou c'est plus fixé et puis après on ne pourra pas écraser ce qu'on a fait dans le Alors, tu peux... donc, il y a plusieurs couches pour définir le style des blocs. La première couche Alors, la manière dont ça fonctionne, un thème full site editing par rapport à un thème classique. Grosso modo, c'est la même chose. Ce qui va changer entre un thème full site editing et un thème classique, c'est que dans un thème classique, on a une feuille de style, donc un CSS, on a des fichiers PHP qui correspondent au template, donc un fichier pour les pages, un fichier pour les articles, un fichier pour les listings d'articles. Et après, on a des fichiers secondaires, s'il faut charger du JavaScript, s'il faut charger des médias, des choses comme ça. Dans le full site editing, c'est exactement la même chose. On va avoir un fichier pour les styles, on va avoir des dossiers dans lesquels on va rassembler des médias qu'on emmène dans le thème, notre typographie, des scripts JavaScript, n'importe quoi. Et en fait, au lieu d'avoir des templates PHP comme on avait à l'époque, en fait, on va avoir des templates, enfin des fichiers HTML qui correspondent à des templates qu'on fait dans l'interface de l'éditeur de site que je vais vous montrer juste après. En fait, ma question, c'est là, maintenant, les styles qu'on va paramétrer, c'est comme si c'était hard-coded ou est-ce que... Non, parce que justement, dans la structure d'un thème full site editing, tu as ton fichier de style CSS et ce qu'on a rajouté, c'est qu'il y a un fichier qui s'appelle theme.json. Dans ce fichier, on va spécifier le style par défaut d'un bloc. Ce qui ne veut pas dire que, là, tu vois, le style par défaut d'un bloc bouton, c'est spécifié comme ça.
Ouais, Si donc je on fais, pourra on si pourra je fais changer. XL, Si on change notre thème de couleur, on pourra changer. exact. Ok, Mais ok. surtout là, si je fais ça, je fais reset. Là, j'ai mon bouton par défaut. Si je viens mettre un L, ça le surcharge du L. Si je viens mettre une font family serif, ça vient me surcharger avec. Donc, on a quand même la liberté de surcharger un style initial. Le style initial, il va se régler à deux endroits. Il va se régler dans le theme.json et dans le CSS. On ne peut pas tout régler dans le theme.json et dans le CSS. La différence entre les deux, elle est simple. Tout ce que tu règles dans le theme.json, tu vas le visualiser en back-office quand tu édites ta page. Tout ce que tu génères dans le CSS, tu vas le voir que quand on check la page. C'est la différence entre les deux. Après, franchement, quand il y a des différences entre ici et là, c'est franchement pas dramatique. Le principal, c'est d'offrir le minimum d'expérience qui ressemble à nos clients pour qu'ils puissent s'y retrouver, au moins en termes de couleur, de typo. Après, qu'il y ait une différence entre l'interface d'administration et le front, ça c'est pas. Voilà, ça change pas grand-chose. Donc voilà, il y a ça qui va nous servir. Si on regarde un petit peu du côté des médias, des images par exemple, on peut regarder ce qu'il y a comme option. Sur les images, il y a des styles aussi, il y a des filtres, ça peut être intéressant en fonction du sujet sur lequel vous travaillez. On retrouve nos bordures. Donc l'idée déjà, quand vous allez manipuler l'éditeur de blocs, c'est d'explorer un petit peu tous les blocs natifs. C'est pour ça que c'est absolument pas la peine de commencer avec des bibliothèques de blocs personnalisées. Déjà, explorer les blocs natifs, regardez ce qu'on a comme option sur la droite. Et maintenant qu'on a vu ce qu'on a comme option sur la droite, on peut s'occuper de regarder ce qu'on a comme option au-dessus. Là, vous voyez par exemple, ce petit bouton là, alignement, on voit qu'il n'y a rien, mais on peut avoir du wide et on peut avoir du full. Donc là, manifestement, ça veut dire que l'éditeur de blocs nous propose de manière native trois grilles différentes, trois grilles de mise en page différentes. Une grille pleine largeur, une grille classique et une grille wide. Ça, c'est intéressant quand même. Donc ça, on va screenshot. Donc ça, j'ai observé ça pour le bloc image. Maintenant, l'idée, c'est de voir si à d'autres endroits, je le vois. Sur les colonnes, je le vois. Sur les médias et textes, je le vois. Si je prends un autre bloc, imaginons un... Bon, je triche un petit peu, je sais quel bloc prendre. Si je prends un bloc titre, je le vois. Donc, je commence à, quand vous allez explorer les blocs, vous vous rendez compte que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Si on le retrouve très souvent, c'est qu'on a un intérêt à le mettre de côté et à regarder comment est-ce qu'on peut l'exploiter après. Donc voilà, on ne va pas passer sur tous les blocs de l'éditeur, hein, bien sûr. L'objectif, c'est aussi que chacun fasse son exploration. Mais voilà, si vous faites ce travail sur la majorité des blocs, vous verrez ce qu'on peut faire. Donc maintenant, la première étape, c'est donc on a vu ensemble qu'on a rassemblé quelques éléments qu'on peut exploiter. Maintenant, avant d'attaquer le design de notre site, en fait, on va se poser la question avec quels outils est-ce que je vais designer? Quelle va être ma boîte à outils design pour le projet? Quand on se lance dans un design de projet, on a besoin de quoi? On a besoin d'un éventail de typos, on a besoin d'un éventail de couleurs, on a besoin d'espacement, on a besoin de règles de mise en page, on a besoin d'une grille. Là, on est sur des fondamentaux, qu'on fasse du web, du print, ça ne change pas. Là, et on voit que déjà, quand j'ai fait ça, on se rend compte que de manière native, l'éditeur de blocs nous le propose. Encore une fois, il y a plein d'options là que vous voyez, il y a des options de padding. Toutes ces options, c'est toujours le même débat, est-ce que mon client va faire n'importe quoi avec le site, etc. Non, toutes ces options-là, en fait, on peut les désactiver. Là, je suis resté sur le thème de base de WordPress, tout est activé,
Si je vais sur mon site à moi, par exemple, vous verrez que tout est désactivé. On peut changer que les bordures, les couleurs, les typos, et puis c'est tout, en fait. Parce que tout le reste, c'est de la responsabilité du design et de la tech de tout anticiper et de tout programmer pour que tout se fasse tout seul. Moi, j'ai toujours j'ai une philosophie très simple par rapport à nos clients. C'est le rôle d'un éditeur, en fait, c'est de produire du contenu sur son métier. C'est pas de se demander quel choix design est-ce qu'il doit faire pour, euh, pour son site, en fait. Bien sûr, il y a une partie mise en page où il y a un minimum de mise en page à faire et de choix à faire, ok, mais le travail d'un éditeur, le travail de nos clients, en fait, c'est de faire du contenu sur leur métier. C'est pas de faire c'est pas de faire de l'interface, du design d'interface. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour un peu tout le monde? Ouais, ok. Donc maintenant, l'idée, c'est de vous proposer, pour chaque screenshot, c'est de vous montrer la traduction graphique et la traduction technique. Donc, si on commence par la grille c'est l'élément fondamental dans le design. Donc, je vais prendre ce screenshot et je vais aller là-dedans. La grille, ce screenshot, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en fait, quand je design avec Gutenberg, je vais pouvoir avoir une grille dans ce projet qui est à 620, centré par exemple, une grille qui est en wide à 1280 et une grille qui est en full. Les alignes left, center et right, je m'en sers pas forcément parce qu'on est plus quand on va aligner des choses en flex, pas en flex, en float, etc. Donc, déjà, si on s'occupe de ces trois premiers, la traduction, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être que sur mon projet Figma, en fait, j'ai une grille classique, j'ai une grille wide et j'ai une grille full. Et en plus, j'ai un indice au milieu, j'ai un repère au milieu. Ça veut aussi dire que sur mobile aussi, je peux avoir une grille full, une grille wide et une grille classique. Chez moi, en mobile, par défaut, quand on passe en mobile, la grille classique et la grille wide, c'est les mêmes. Après, rien ne nous empêche de dire que en mobile, ma grille wide, je veux qu'elle soit plus grande, toujours. On peut faire ça. Donc déjà, là, on a des éléments de grille. Pas besoin de mettre des grilles 12 colonnes, pas besoin de ces trucs compliqués. Moi, ce que je vous conseille pour faire du Gutenberg depuis la bêta, c'est vous mettez un repère au centre de la page, vous faites une grille classique, une grille wide, vous avez le full, basta. Tout le reste, quand vous voulez faire du 3 colonnes, bah, vous allez le faire avec un bloc colonne qu'on va mettre en 3 colonnes. Pourquoi faire une grille pour ça, en fait? Donc ça, c'est le premier élément. La grille, super simple, je ne sais même pas quoi ajouter. Voilà, c'est très simple. Et donc vous faites, si vous travaillez souvent avec Figma, vous faites un composant. Sur chacune de vos pages, vous mettez vos repères. Voilà. Moi, dans Figma, j'ai ce qu'on appelle des variables. Ça veut dire que en plus, sur chaque projet, je duplique ce fichier et je dis, bah voilà, sur ce projet, ma grille, elle va faire 1400 au lieu de 1280. Ça m'adapte tout, le design en même temps. Donc voilà, ça, c'est le premier élément. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On a vu qu'on avait ça. On a des tailles et on a de la sélection de typos. Donc on va commencer par les tailles. Les tailles, si on y regarde, en fait, là, ce qu'on a vu, on a fait un screenshot par rapport à des tailles de texte. Par contre, si on prend d'un point de vue design, quand on design des interfaces, en fait, la notion de taille, on l'utilise pour plein de choses. On va l'utiliser pour des tailles de texte, on va l'utiliser pour des tailles d'espacement, on va l'utiliser pour des tailles de hauteur de ligne, par exemple. On va l'utiliser pour plein de choses. Donc ça veut dire qu'en fait, ce concept de S, M, L, XL, XXL, en fait, on peut le réutiliser à plein d'autres endroits.
Donc moi, la première chose que je vous conseille, c'est que par rapport à ce concept-là, donc vous voyez que c'était, voilà, je vais le mettre là, issu de notre screenshot. Ça, vous pouvez personnaliser le nombre de tailles que vous voulez pour votre projet. Là, il y en a 5, ça s'affiche de cette manière. À partir du moment où il y en a 6, le sélecteur, ça sera une liste déroulante, en fait. Donc vous choisissez dans le thème.json, je vais vous montrer tout à l'heure, le nombre de tailles que vous voulez, vous définissez la nomenclature que vous voulez pour ces tailles, et du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de garder cette nomenclature sur tout le long du projet. Exemple, chez moi, les tailles, elles s'appellent toutes de XS, S, défaut, M, L, XL, XXL. Voilà. J'ai 7 variables de taille. Ces variables de taille, je m'en sers pour tout. Je m'en sers pour, là, vous voyez, la typo. Donc, c'est-à-dire que si je sélectionne L, par exemple, bah, en fait, en desktop, ça va me sortir un 36 et en mobile, un 24. Mais ces tailles, je m'en sers aussi pour définir mes line-height, mes hauteurs de ligne sur le projet. En fait, moi, je définis à chaque fois, bon, les valeurs, c'est du nombre d'or, donc c'est pour ça que ça peut vous paraître un peu bizarre. Moi, sur tous mes projets, je travaille avec 3 valeurs de hauteur de ligne que j'adapte en fonction. Et je les appelle comment? Ben, je les appelle XS, S et défaut. Pourquoi? Parce que chaque fois que je fais appel au concept de la taille, j'utilise la même nomenclature. Donc là, vous voyez que le défaut, c'est 18. Ça me déclenche le line-height défaut. Et en mobile, c'est 17. Et le line-height ne change pas. J'ai toujours gardé ce concept de taille. Si on va plus loin, je vous rappelle qu'on est parti de ce truc. Si on va plus loin, on pourrait aussi utiliser les tailles pour tout ce qui est espacement sur le site. Quand on design un site, on a besoin de rationaliser les espacements qu'on a sur le site. On ne va pas placer des trucs, placer des éléments au hasard, les espacer au hasard. On va pas faire n'importe quoi. Enfin, vous pouvez faire n'importe quoi, mais si vous travaillez avec un développeur, j'espère que vous êtes un peu musclé parce que quand il va vous sauter dessus, ça va pas être la même chose. Donc l'idée, c'est de se dire, on va bosser intelligemment. Et si déjà on a 7 variables de taille, bah, autant de se dire, bah, sur le site, on va travailler avec 7 variables d'espacement. On va faire tous les espacements du site avec 7 variables. C'est largement suffisant. Franchement, c'est largement suffisant. Donc là, c'est pareil. On peut définir des espacements que j'appelle toujours de la même manière, pardon, 2XS, S, défaut, ML, XL, XXL. Et après, pour les espacements, moi j'ajoute une unité en plus qui s'appelle EM pour me dire je veux un espacement qui correspond à 1 EM. Je m'en sers par exemple quand je fais des espacements entre deux textes. En fait, quand je fais des espacements entre deux textes et que ce n'est pas des espacements qui sont gérables par rapport au texte qui suit, bah, en fait, j'utilise cette unité-là. Donc, on a des spacers. Juste pour l'unité EM, ça c'est une variable personnalisée, tu ne la mets pas dans les presets de taille. C'est une variable personnalisée que je configure Je dis dans l'éditeur. dans l'éditeur. Ça ne se retrouve pas dans l'interface. Si, tu vas voir comment. Ça se retrouve dans l'interface et vous allez voir comment. Enfin, je vais vous expliquer tout de suite. Vous vous rappelez qu'on avait ce truc-là de style. Donc, si je vais... Donc ça, c'est un site en production. C'est un thème personnalisé. Vous avez un bloc qui s'appelle espacement. Par défaut, il met une valeur en pixels. Moi, ce que j'ai fait, c'est que cette valeur en pixels, je l'immobilise. Et en fait, j'ai créé des styles d'espacement qui correspondent à mes valeurs. Là, il me manque juste le style EM, qui correspondrait à un EM. Pardon. Mais là, vous voyez, déjà, on a une application en termes d'interface. Vous avez une application de ce qu'on s'est dit là. Je garde mon concept de nomenclature de taille. Je l'applique par exemple à de la taille pour mettre des trucs en page. J'ai un bloc natif qui existe pour ça, qui s'appelle le bloc espacement. Je peux faire des styles. J'ai créé des styles qui sont déjà prêts. L'avantage en plus, c'est que si vous regardez là,
ici il y a marqué desktop, ici il y a marqué mobile. C'est-à-dire que ces espacements, ils sont déjà prévus en responsive. C'est-à-dire que si je regarde L, il fait 60 par 60. Si je vais voir L en mobile, il fait 45 par 45. Et 45 par 45, ce n'est pas une valeur innocente. 60, c'est la valeur de L. 45, c'est la valeur de M. Donc en fait, moi, ce que j'ai automatisé, c'est que par défaut, j'ai un espacement, par exemple, XXL. Par défaut, sa valeur responsive, c'est la valeur de celui d'en dessous. Je ne sais pas si vous voyez. Les deux là, c'est les mêmes. Les deux là, c'est les mêmes. Or, il y a un truc qui est toujours compliqué en design, c'est quand on commence à faire les mobiles, comment, forcément, il y a tout qui se resserre, on n'est pas sur les mêmes typologies d'espace. Comment on se débrouille avec l'espace? Une première étape pour se débrouiller avec l'espace, l'espacement sur vos designs, c'est définissez un nombre fini d'unités d'espacement en desktop. Vous automatisez une valeur par défaut au mobile qui correspond à la valeur en dessous, et vous avez déjà quelque chose pour commencer. La deuxième chose que je vous conseille, sur les espacements en particulier, c'est donner des valeurs logiques, en fait. Là, vous voyez, bon, ok, mon XS, il n'est pas le... Pourquoi c'est qu'un... C'est comme ça. Vous voyez que mon espacement par défaut, moi, je suis parti sur 30, donc ça veut dire que quand je descends, je garde des valeurs logiques, 30, 15, bon, j'ai mis 7 ou 8, je ne peux pas mettre 7,5, je mets 7. Mais au-dessus, c'est 45, 60, 90, 180. Vous choisissez l'unité que vous voulez, vous travaillez avec une grille de 8 pixels, avec ce que vous voulez, mais en tout cas, faites juste en sorte que les espacements que vous définissez, il y ait une cohérence entre eux. En fait, ça va automatiser la pertinence de votre design, ça va automatiser le fait que tout soit calé bien, que tout soit assez fluide en fait. Et... Pardon? Non. Ah oui. Voilà. Et là, donc là, on a, par exemple, pour les espacements, on a la traduction visuelle. Là, vous avez la traduction dans Gutenberg. Et si on regarde comment c'est fait de ce côté-là, on a quoi? On a des variables qui sont définies dans le thème.json. Pourquoi est-ce que je les définis ici? Parce que, donc là, je parle de manière un peu plus technique. Si je les définis ici, ça va me les définir en tant que variable globale. Ça veut dire que dans n'importe quel fichier CSS, je peux faire référence à ces variables-là. Voilà. Et après, donc j'ai ces variables-là que j'utilise soit de manière fixe, soit de manière fluide. Donc c'est-à-dire que j'ai un spacer S et j'ai un spacer S fluide. Pourquoi? S, c'est si j'utilise S, c'est que je veux 15 en desktop et en mobile. Si j'utilise S fluide, c'est que je veux 15 en desktop et 7 en mobile. En fait. Dans le fluide, vous voyez qu'il n'y a pas XS parce que je considère que XS n'a pas besoin d'avoir une valeur. Donc la définition, la traduction technique de ce que je vous ai montré, c'est ça. C'est aussi couplé à mon fichier couplé à un fichier comme ça qui vient me charger, qui vient me créer des styles custom, des styles personnalisés. Ça, c'est ce qui me permet d'avoir ça. Et après, la dernière traduction, elle est en CSS. C'est ça. C'est je dis que par défaut, la valeur, c'est ça. Donc je dois mettre des importants. C'est pas hyper propre. Mais pour ce style, j'ai pas le choix parce qu'en fait, Gutenberg me donne ça en style inline. Donc en fait, pour être sûr que ça se réécrive, je dois passer par là. C'est pas oufissime, mais par contre, en fait, ça me débloque tout. Et d'ailleurs, ça me permet de gérer le fait que nativement, j'ai 100, mais j'ai aucune gestion du responsive. Donc, une autre raison pour laquelle j'ai pas envie d'avoir ça. Donc ça, c'est pour l'espacement. Tu utilises comment ton
Tu utilises le bloc espacement du coup, dans les... J'utilise le bloc espacement dans les. En fait, il y a des espacements que je définis en CSS que j'automatise. Entre quelque chose qui est en full qui suit quelque chose qui est en full, je mets à 0. Parce que souvent, ça va être des images en full screen ou des éléments qui ont un fond. Donc en fait, je veux pas qu'il y ait d'espace, je veux qu'ils soient collés. Donc ce genre de choses, j'automatise. Après, on n'est jamais capable d'automatiser 100% des enchaînements sur un site. Donc j'ai quand même besoin d'avoir un outil d'espacement manuel sur le site, mais qui soit viable. Donc c'est pour ça que j'utilise ce bloc espacement qui est vraiment préconfiguré avec des espacements responsifs. Cette notion de taille, après, vous vous amusez sur le même principe. Vous pouvez définir des borders, radius, en fait. C'est la même chose. Là, vous avez un radius de 7. Là, vous avez un radius de 15. Là, vous avez un radius de 30. Je suis toujours dans cette grille de 15, 30, dans ces multiples-là, parce que je veux toujours garder cette cohérence sur le projet. Et j'ai toujours conservé ce concept de la taille et de la nomenclature de la taille, en fait. Et du coup, je l'applique vraiment à ce que je veux. Pareil, j'ai conservé ce truc-là de mobile et de desktop, en fait, parce que j'estime que quand je vais être sur mobile, quelque chose qui a un radius de 30, sur mobile, ça n'a pas trop d'intérêt, 30, ça va être énorme. Donc en fait, je le règle directement pour mobile. En traduction technique, ça donne exactement la même chose que ce que vous avez vu avant. Avant, on a vu des spacers. Et bien là, si je vais dans les radius, c'est la même chose. Je vois des radius qui sont définis de manière classique et je vois des radius qui sont définis de manière fluide, donc de manière responsive. Après, bon là, je n'ai pas fini pour les shadows, mais on peut le faire pour les shadows, on peut le faire pour les tailles d'icônes, pour un petit peu tout. Et surtout, on va le faire pour nos textes, parce que maintenant qu'on a vu cette notion de taille, on va aussi couper ça à côté pour voir comment on se débrouille avec la notion de sélection de caractères. Donc la taille appliquée à la typo, ça donne ça. Ça vous donne un tableau dans lequel, par exemple, en tout cas, je vous conseille de définir des valeurs de hauteur de ligne. Et ensuite, pour chaque taille de caractère, vous définissez une valeur desktop, sa valeur mobile, une valeur desktop pour le Line8 et une valeur desktop pour le mobile. Pourquoi est-ce que la hauteur de ligne parfois varie de l'un à l'autre? C'est que quand on va réduire les espacements, en fait, on va réduire la taille aussi. Et la hauteur de ligne, c'est un paramètre qu'on arrive à automatiser, mais qui dépend quand même du dessin du caractère, qui dépend du contexte de lecture. Est-ce qu'on a des lignes longues? Est-ce qu'on a des lignes courtes? Sur des lignes longues, on va vouloir augmenter l'interlignage, pardon, pour que visuellement, quand on passe à la ligne pour lire la suite, pour que ce soit plus confortable. Là où, quand on est en mobile, sur des lignes qui sont beaucoup plus courtes, on va vouloir resserrer l'interlignage ou l'agrandir. En tout cas, tout ça, ça doit être des tests qui doivent être faits visuellement. Donc on a ça, et après, ce qu'on a, c'est que on a, là vous voyez, c'est une application de mes différentes tailles de texte, en fait. Normalement, vous voyez un truc bizarre, c'est que XS, S, défaut, M, L, là, si on regarde les pointillés, ça correspond à de la grille par défaut. Mais dès que je vais plus loin, c'est plus large. Donc là, on ajoute une dimension en plus. C'est que moi, par exemple, je considère que pour proposer une lisibilité optimale, là, je dois définir, à chaque fois que je définis le style d'un texte, je dois aussi définir une largeur maximum pour ce texte. Un texte qu'on écrit en 18, qui est large sur du 1200 pixels de large, c'est pas lisible, en fait. Ça fait des lignes trop longues, trop de mots. Donc en fait, je vais me servir des valeurs que j'ai pour la grille, pour appliquer ces valeurs comme des largeurs max pour mes textes. Donc, moi, je considère que sur mon projet par défaut, donc je vais juste revérifier combien j'ai en grille. Donc, ma grille, elle va de 750 à 1280. Donc, ça veut dire que par défaut, un texte chez moi, c'est 750. Je considère que
de XS à L, la longueur de ligne maximum de 750, c'est viable. Par contre, je considère que dans les styles que j'ai, à partir de XL et XXL, en fait, j'ai des caractères qui sont trop grands et du coup, qui font que ma largeur de ligne maximum qui correspond à ma grille par défaut, c'est pas suffisant. Donc j'automatise le fait que ça va passer forcément en wide. Donc c'est une autre manière d'automatiser déjà en termes de conception graphique, mais derrière on peut aussi mettre en termes de code. C'est une autre manière de commencer à industrialiser des choses. Bien sûr, on a la valeur mobile à côté, et voilà. On a la valeur mobile à côté, et c'est là que ça va commencer à être fun, c'est que on a ce screenshot, sélection d'une police de caractère. Donc sélection d'une police de caractère, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que sur un site que je livre à un client, je vais lui proposer une fenêtre comme ça où il va pouvoir sélectionner toutes les polices du monde. Non. Ça veut dire que je vais lui proposer une fenêtre dans laquelle il va pouvoir sélectionner les polices que je veux bien le laisser sélectionner. C'est-à-dire une police qui correspond à sa marque, à son identité graphique, et une police secondaire. Je vais couper ça ici pour aller un petit peu plus loin. Donc encore une fois, quand on dit oui mais le client il a trop de contrôle sur ce qu'on fait, etc. Non, il a le contrôle que nous on veut bien lui donner en fait. Donc l'idée c'est que sur chaque projet, moi je propose, en général je mets à disposition 2 polices, et la différence que je mets en place de différent par rapport au comportement par défaut, c'est que le nom de la police qui est disponible ici, c'est pas le nom de la police, c'est le nom fonctionnel de la police. C'est-à-dire que si vous regardez ici, moi mes noms de police c'est sérif sans sérif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où la charte de mon client change, j'ai pas besoin là-dedans, j'ai pas besoin de changer le nom de la typo. Ça veut dire qu'en maintenance, je change un truc et c'est répliqué partout. Je vous montrerai juste après la traduction en code et après la traduction dans l'éditeur. Donc là, je vois, j'ai 7 tailles de texte et j'ai 2 polices. Ça veut dire qu'en tout, si je duplique, maintenant pour mon projet, on parlait de boîte à outils, maintenant pour mon projet, toutes mes options de texte, c'est ça. J'ai 14 options de texte pour un projet web. Si avec 14 options de texte pour un projet web, j'y arrive pas, le problème, c'est pas le nombre d'options. Et ces 14 options, j'y accède comment? J'y accède simplement en disant je veux une taille X et je veux une font family Y. Ce qui ne veut pas dire que je programme des choses par défaut. On va là sur la police, on va toujours faire une danse avec un couple taille. La taille embarque le line 8, on a vu la dernière fois. Donc vous n'avez plus besoin de gérer des hauteurs de ligne parce qu'elles sont gérées dans les tailles. Et on va faire des couples taille et police de caractère. Ça veut dire que quand on va pré-programmer des styles, par exemple pour nos titres, on va pré-programmer des styles pour les paragraphes. Par contre, comme les boutons, on va pré-programmer des styles pour les boutons. Et comme je vous avais vu avant pour les boutons, ces styles, on va pouvoir les surcharger. Je fais un bouton. Donc là, on est de nouveau dans mon projet. Je fais un bouton. Je lui mets du texte ici. Si je décide qu'en fait, il est en XL, il est en XL. Pareil pour un paragraphe. Je vais remettre ça par défaut. J'ai créé un paragraphe. Par défaut, il ressemble à ça. Mon paragraphe ne me convient pas trop parce que je veux l'écrire un peu plus gros. Je le mets en L. Ça ne me convient pas non plus parce que sur ce coup-là, je veux changer la typo. Je vais là-dedans. Je mets la sérif. Donc là, on a une vraie boîte à outils design qui se retranscrit à l'identique dans l'éditeur, en fait. Et ça, c'est totalement maintenable parce que si on regarde la traduction technique de cette chose-là, on a ici
dans le thème.json, vous avez la définition de vos fonds de famille. Donc là, il y en a une première que j'ai appelée sans serif. Et là, maintenant, vous comprenez peut-être pourquoi je l'appelle sans serif. Parce que le jour où mon client change de charte, en fait, moi, je veux changer ça. Je veux changer le nom de la police et je veux changer les fichiers. Mais je ne veux pas aller dans le CSS pour faire quoi que ce soit d'autre, en fait. Ça veut dire qu'un changement de charte me coûte l'édition de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lignes de texte, lignes de code. Et j'ai rien besoin de vérifier parce que je vais juste envoyer la nouvelle typo, elle va être pluguée aux bonnes tailles de texte, aux bonnes hauteurs de ligne, blablabla. Blablabla. Toujours à condition que le dessin de la police de caractère soit à peu près identique. Je veux dire, quand on rationalise les tailles, les hauteurs de ligne, il faut qu'on ait des polices. Il ne faut pas qu'on ait des polices qui ont des dessins complètement dingues par rapport les unes avec les autres. Il faut qu'on ait une cohérence. Mais dans 80% des cas, des polices qu'on utilise sur les projets, on va être bien comme ça. Donc techniquement, ça ressemble à ça. Donc là, il y a ma sans sérif, il y a ma sérif. Voilà. Et dans les font size, techniquement, ça ressemble à ça. Là-dedans, je n'invente rien, c'est tout natif. On a des font size, en fait, qui vont être définis de manière fixe, avec une propriété fluide à false, et des font size qui vont être définis de manière fluide, où on va dire, bah, en fait, la taille, c'est ça, et en fait, ça va de ça à ça. Donc ça veut dire que dès cet instant-là, on a déjà la définition de la taille en responsive. Et après, l'avantage, maintenant, c'est que si je prends par exemple la configuration du H1, la configuration du style H1, du style bouton, etc., si vous voyez comment c'est fait, en fait, ça vient faire référence à ce que j'ai défini plus haut. Donc ça vient faire référence à de la font family qui s'appelle serif, et pas qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement la mienne. Ça fait référence à la font size XXL, qui elle est définie, on l'a vu, elle est là, qui est définie en fluide. Et ça fait référence au Lineate XS, qui est défini plus haut, 1.19. Le Lineate est défini en 1.19. Dans Figma, il faut juste le mettre en 119%. C'est le petit truc à... Ça, c'est une 1.19, c'est une valeur CSS. Donc l'avantage, c'est que quelle que soit la taille, ça va se régler tout seul. Dans Figma, on ne peut pas mettre des EM. Donc en fait, il faut qu'on trouve la traduction. Donc 1.19 dans Figma, c'est une hauteur de ligne à 119%. Mais voilà comment ça se traduit. Et dans l'interface, voilà comment ça se traduit. Ça veut dire qu'en fait, là, on est en principe, normalement, vous découvrez que le principe du design avec l'éditeur de blocs, c'est que on a une palette d'outils qu'on va configurer. On a des blocs où on va définir un style par défaut. Et après, on garde la liberté d'aller au-delà de ce style par rapport à la boîte à outils qu'on a à disposition. Dans Figma, parfois il affiche une hauteur de ligne, je ne sais plus comment il la met, mais default ou normal. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à 1. Ça équivaut à 1 en CSS. En tout cas, il me semble, parce que c'est comme si on mettait 100%. D'accord. Donc ça équivaut à 1. Ok. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on passe à la suite? Donc ça, on a vu, ça je vous ai montré, on a fait le screenshot, c'était pour les styles. On a vu l'exemple sur les espacements, mais on pourrait, est-ce que j'ai des styles sur autre chose? Ah oui, moi si par exemple, imaginons là j'ai un bouton et j'ai un texte, je fais un groupe, en fait, moi j'ai des styles qui sont créés qui correspondent à du fonctionnel. C'est-à-dire que là, si par exemple je fais ça,
Là, j'ai un groupe dans lequel j'ai un texte et un bouton. Là, vous voyez, la zone active de mon bouton, c'est uniquement la zone active du lien, pardon, c'est uniquement mon bouton. Sauf que, imaginons que ça, je vais en faire un ensemble, c'est-à-dire fonctionnellement, j'ai une boîte dans laquelle j'ai du texte et j'ai un bouton. Bon, là-dessus, on va pas faire d'accessibilité de couleur, hein. On est bien d'accord que quand j'ai une boîte avec un texte et un bouton, je pourrais même rajouter une image. Quand j'ai une carte, par exemple, on est bien d'accord que c'est super embêtant de devoir cliquer que sur le bouton, en fait. Pareil, si demain je fais un petit peu de SEO, je me dis que c'est beaucoup plus malin dans une carte d'avoir mon lien sur du texte là-dedans, parce que ça me fait un lien contextualisé dans un texte. Il a beaucoup plus de puissance qu'un lien dans un bouton avec mon client qui va écrire en savoir plus. Donc en fait, vous pouvez créer Moi j'ai des styles qui sont créés qui correspondent à du fonctionnel. Le style par exemple qui s'appelle chez moi Linked ou Linked, il permet quoi? Il permet, en fait, il va attraper dans le groupe, il va attraper le premier lien et il fait en sorte que la zone active du premier lien, ce soit toute la boîte. Donc ça veut dire que demain, c'est ce concept de style personnalisé, de register style, de style que vous pouvez créer sur un bloc. En fait, vous pouvez vous en servir pour déclencher du visuel. C'est le job de base. On peut aussi déclencher du fonctionnel avec. Alors ça, c'est du fonctionnel qui est déclenché en CSS, donc où la frontière où est-ce qu'elle est, on pourrait en discuter. Mais voilà, c'est un autre exemple d'application des styles, des registres styles. On est toujours bon? Ok. Maintenant, on va attaquer un truc un peu plus lourd, qui sont les couleurs. Alors les couleurs, c'est hyper simple en fait. On a une palette de couleurs, on veut s'en servir, voilà. Sauf que les couleurs, c'est moins simple que ça. Les couleurs, une des mesures d'accessibilité majeures quand on fait du web. Donc en fait, sur les couleurs, ce qu'il faut, c'est réussir à se créer un système pour créer des palettes de couleurs qui soient faciles à utiliser pour vous, dans un premier temps, et qui soient faciles à expliquer quand vous utilisez ça avec d'autres gens, dans un deuxième temps. Je dis ça parce que la gestion de la couleur, c'est vraiment pas mon fort. Je sais faire des palettes, par contre, trouver les bonnes nuances, les trucs comme ça, c'est vraiment pas mon truc, en fait. Moi, faire du design et derrière faire du code, ça me va beaucoup plus, en fait. Mais voilà. Donc, en fait, pour les couleurs, ce que je vous conseille, c'est trouver vraiment un système qui correspond à votre pratique du web design, en fait. Moi, ma pratique du web design, c'est quoi? C'est de me dire que, en fait, je veux travailler avec un nombre fini d'éventails de couleurs. Là, j'ai pris par exemple un outil qui est issu de Tailwind. Quand je pars d'une couleur, je ne veux pas travailler avec 10 nuances d'une même couleur, en fait. Moi, je pars du principe que si j'ai une couleur sur une nuance à peu près moyenne, donc les couleurs, aujourd'hui, on définit des nuances avec des unités qui vont de 100 à 900. En gros, 50, ça va être la couleur en mode, c'est un faux blanc. Donc c'est hyper intéressant parce que ça vous permet de casser la luminosité qui est trop forte du blanc, par exemple sur des fonds de page. Donc vous pouvez utiliser la valeur 50. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu, c'est une valeur en FE, en hexa. Donc ça veut dire qu'on est hyper proche du blanc. Sur des écrans hyper bien calibrés, vous allez voir la finesse, mais sur des écrans grand public, en fait, l'avantage, c'est qu'on va casser l'explosivité du blanc en fond, sans pour autant faire un truc complètement orange, en fait. Ça va passer nickel. Donc vous avez le 50, le 950, moi je l'utilise comme du faux noir. De la même manière, on pourrait écrire tous nos textes en noir. Moi je préfère les écrire avec un faux noir. Parce que pareil, on enlève cette brillance qui parfois peut être gênante. Et après, vous avez toutes les nuances, 100, 200, jusqu'à 900. En fait.
moi, le système que je conseille, c'est de se dire, prenez un éventail limité de couleurs. Donc vous gardez à chaque fois le 50 et le 950. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir faire un faux blanc, un faux noir. Pareil, demain vous faites un dark mode sur votre site, vous voulez pas mettre le fond noir en fait. Si la charte de votre client c'est ce orange-là, vous voulez mettre le fond orange hyper foncé. Pourquoi? Parce que vous aurez l'effet d'un dark mode sur un faux noir, mais en termes de perception, vous serez dans la charte de votre client en fait. Donc c'est hyper intéressant. Pareil pour le blanc. Donc moi ce que je vous conseille c'est partez, là j'ai un exemple illustré. Donc imaginons j'ai une marque pour mon client, la couleur de base c'est un rouge. Euh, vous verrez, je vous transmettrai les outils. C'est un rouge. En fait, je vais vous le faire en direct. Vous allez voir. Donc, imaginons on a un client. On va faire autre chose que le rouge. Voilà. Mon client, sa couleur, c'est ça. Donc vous allez sur cet outil-là, uicolors.app. Je colle la couleur de mon client. Voilà. uicolors.app/create. Ou sinon, vous regardez Tailwind CSS Color Generator et vous le trouvez tout de suite. Donc en fait, là, ce qu'on voit, c'est que la couleur de mon client telle qu'elle est définie, c'est une couleur qui est en 300. Si je regarde de 0 à 1000 ou de 50 à 950, 300, je suis plutôt d'un côté de la balance qui est marqué, en fait. Ça va un peu être embêtant d'utiliser cette couleur comme couleur témoin, parce qu'en fait, elle est déjà teintée claire, en fait. Donc là, la première chose que je vais proposer à mon client, c'est OK, ta couleur, je ne vais pas y toucher. Par contre, pour des usages web, et ça c'est hyper courant, pour des usages web, je vais plutôt te préconiser de monter sur une couleur qui correspondra à la valeur 400. Pourquoi? Parce que de 400 à 600, on est plus sur une valeur moyenne, et à partir de cette valeur moyenne, on va pouvoir faire des équivalents plus clairs et des équivalents plus foncés. On aura un équilibre plus intéressant. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui utilisent sur leurs boutons, par exemple, ou dans leurs interfaces, qui n'utilisent pas leur rouge de marque officielle ou leur couleur de marque officielle, mais qui utilisent une variante de cette couleur qui est plus juste. Donc vous partez de ça, vous faites un screenshot de ce truc-là. On va pas s'embêter. Hein. Chez moi, sur mon rouge, ça donnait ça. Donc sur mon rouge, la couleur de mon client, chez moi, c'était un 500. Donc très bien. Là, on était en 300, je partirai en 400. Comme ça, c'est pas trop violent. Vous partez de ça. Et après, moi, j'ai défini arbitrairement que je garde les valeurs impaires, en fait. Donc je garde toujours le 50, le 950, que j'ai converti en 900. Et après, je prends pas tout, je prends que les impairs. Donc 100, 300, 500, 700. Ça me suffit largement. Pas besoin de plus. Si vous avez, imaginons, vous avez deux couleurs de marque, plus un nuancier de gris, ça vous fait déjà un éventail de couleurs qui est très large. Pareil, l'autre chose que je vous conseille de faire, c'est que un nuancier de gris, vous en définissez un et vous gardez le même. À la limite, ce que vous faites, c'est vous utilisez toujours cet outil-là, Browse. Vous verrez que sur cet outil-là, en fait, il y a des nuanciers de gris qui sont plus ou moins teintés. Vous pouvez adapter le nuancier des gris plus ou moins teintés, bleu, jaune ou des purs gris, en fonction du projet, en fonction de l'ambiance colorimétrique de votre projet, en fait. Il faut savoir que quand vous travaillez avec des gris purs, en fait, il y a un petit danger si vous les utilisez trop, c'est que le gris, dans des valeurs moyennes de gris, c'est des couleurs qui désaturent tout ce qu'il y a autour. Vous mettez un gros aplat de gris à côté d'une image, l'image elle va avoir un effet hyper terne. Donc c'est pour ça que la teinte que vous donnez au gris, elle a une importance sur les projets. Parce que si vous mettez des gris par défaut partout, si vous avez énormément d'images, vous allez avoir un effet à un moment sur vos interfaces où les images vont elles vont un peu se terner, quoi. Elles vont être un peu moches, un peu ternasses. Voilà. Donc en fonction de la couleur de votre projet, vous pouvez moduler ça. Mais en tout cas, ce que je vous conseille, c'est que vous partez, en tout cas pour le noir, sur
un éventail disponible pour le noir et vous gardez le même sur tous les projets. À la limite, de temps en temps, vous le changez, mais vous changez que la valeur hexadécimale. Vous ne changez pas, en fait, je veux du 200 et du 300 et du 100. Non, vous gardez toujours pareil. Enfin, le principe, chez moi, les couleurs, c'est 50, 950, et après, non, enfin 50, 900, et après, il y a 100, 300, 500, 700, basta, pas plus. On peut faire moins, mais pas plus. Pourquoi? Toujours garder la même chose, parce que comme ça, quels que soient vos projets, quelles que soient les couleurs, vous avez une nomenclature qui est la même partout. Quand vous avez une nomenclature qui est la même partout, c'est pareil pour les espacements, c'est aussi une nomenclature que vous pouvez partager facilement quand vous travaillez avec d'autres gens, quand on travaille avec d'autres designers, quand on travaille avec d'autres développeurs. Si les développeurs ils comprennent cette nomenclature-là, ils comprennent que c'est la même partout, eux ils vont pas se gêner, ils vont tout industrialiser, ça va aller 2 fois plus vite pour eux après pour tout mettre en place. Donc voilà, pour les couleurs, on a ça. Donc cette gestion-là, ça va nous permettre d'avoir un éventail de couleurs qu'on va pouvoir sélectionner dans notre palette. Alors, on est bien d'accord, dans la palette, vous ne mettez pas tout. Dans la palette, on va mettre ce qui est intéressant en termes de design. Et c'est là que vous allez commencer, et c'est là que le travail de designer commence, c'est en travaillant les maquettes, en fait, qu'on va se rendre compte dans tout notre éventail de couleurs, ce qui est pertinent à utiliser ou pas, en fait. Et là-dedans, donc imaginons pour le noir, vous avez 6 nuances de gris, le blanc, le noir, donc ça fait 8, et vous avez encore 6 nuances de rouge, 14. Et imaginons on a une couleur secondaire, un bleu, on a encore 6 nuances, ça veut dire qu'en tout on a 20 couleurs disponibles pour tout le projet. C'est beaucoup trop en fait. On va pas mettre 20 couleurs là-dedans. Par contre, c'est à force de faire les maquettes et de se rendre compte de ce qu'on utilise le plus souvent, que là, on va choisir dans Gutenberg, ok, parmi ces 20 couleurs, on va en sélectionner que 7 par exemple, parce qu'on se rend compte que sur le projet, on bosse avec 7, 8, 9, 10 couleurs max, et c'est ces couleurs-là qu'on va mettre. Comment ça se traduit techniquement? Ça se traduit de 2 manières. C'est dans un premier temps, vous avez toutes vos couleurs qui sont là. Donc vous voyez que j'ai tout mon éventail de gris qui commence par le blanc, qui finit par le noir. J'ai, parce que je suis un petit peu paresseux, tout mon éventail de statuts, parce qu'on fait des formulaires, parce qu'il y a des trucs d'erreur, de succès, de machin. Donc en fait, j'ai pas envie de refaire ça sur chaque projet. Donc j'ai tous mes éventails de couleurs par statut, par défaut, que j'ai réduit. Je garde que le 500, le 300, le 100. Pourquoi? Parce que quand je fais une boîte de notification de succès, bah, je pars du principe que le fond, ça sera 100, le contour, ça sera 300 et le contenu, ça sera 500. Et ça part partout. Facile, c'est réglé. Après, selon les projets, je peux surcharger, mais au moins j'ai un truc par défaut. Et après, là, moi j'ai mes couleurs que j'appelle accent et que j'appelle contraste. Si on regarde là-dessus, ma couleur accent, c'est ça, c'est mon jaune. Ma couleur contraste, c'est ça. Et après, ce que j'ai, c'est uniquement tout mon éventail de gris. Pourquoi? Parce que dans mon site à moi, sur mes interfaces, je me rends compte que j'utilise principalement ces couleurs qui sont teintées et j'utilise principalement 2 autres couleurs toniques en fait. Une couleur tonique principale et une couleur d'accent. Et en fait, sur tous mes designs, ça me suffit. Aujourd'hui, j'ai pas besoin dans l'interface d'avoir des nuances de ça. Ça ne veut pas dire que demain, là j'ai mon bleu-violet, demain ça se trouve je vais vouloir une version dans l'éditeur qui est un peu plus light ou une autre qui est un peu plus foncée. Je pourrais les ajouter parce que ici j'ai tout qui est défini et que dans le thème.json, ici vous avez quelque chose pour configurer la palette et dans cette configuration de palette vous ajoutez les couleurs que vous voulez qui font référence à celles qui sont listées ici. Dernier point sur les couleurs, et après je pense qu'on aura déjà balayé beaucoup de choses. Dernier point sur les couleurs, normalement, là, quand vous voyez ça, on devrait avoir un indice
de quelque chose sur lequel on peut être malin dès le début, qui va nous économiser beaucoup de problèmes. Sur les couleurs claires, vous voyez que c'est écrit en foncé. Sur les couleurs foncées, vous voyez que c'est écrit en clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen de se dire que, en fonction d'une couleur de fond, on ne pourrait pas automatiser une couleur de texte? Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à automatiser de l'accessibilité? Eh bien si. Là, on est, pour le coup, à automatiser en design, ça va être un petit peu compliqué, parce qu'on ne peut pas forcément dire, si on utilise cette couleur pour le fond, bah, mets-moi automatiquement cette couleur pour la face. Côté Gutenberg, il me semble qu'ils font des tests d'accessibilité en direct quand on sélectionne des couleurs. Ah, ils ne sont plus. C'est peut-être une autre. Si, là, voilà. Cette combinaison de couleurs, franchement, elle ne marche pas. Alors, il faut mettre un texte, je pense. Donc là, cette combinaison de couleurs, elle ne marche pas, mais cette combinaison de couleurs, je l'ai testée en plus, normalement, elle marche. Bon, j'ai l'alerte. Peut-être. Bon, en tout cas, normalement, elle marche. Mais en tout cas, on peut automatiser des choses. Et en fait, la manière dont c'est traduit, dont on peut le faire en technique, c'est que, alors, si par exemple, j'assigne une couleur à ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette curiosité technique, quand même, parce que quand on comprend la traduction d'un choix qu'on fait en technique, ça nous permet de me dire, ok, je peux utiliser ce truc de cette manière-là, en fait. Si je regarde, là, vous voyez, mes boutons, par défaut, chez moi, ils sont jaunes. Là, j'ai surchargé la couleur d'un bouton, je l'ai mis bleu. Si je vais voir un peu ce qu'il m'a dit, là, vous voyez que j'ai un truc qui s'appelle comme ça, là. As background 900. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça? Parce que dans ma palette de couleurs, mes couleurs, je les appelle, dans le nom de la couleur, je mets le numéro que j'avais défini. Vous allez voir pourquoi je le mets. Le numéro que je définis, ça c'est invisible pour l'utilisateur, hein. L'utilisateur, il voit là, ce qu'il voit, c'est juste accent. Par contre, moi, ce que j'ai écrit, c'est name, c'est accent, et slug, c'est accent 500. Pourquoi? Parce que quand j'utilise la couleur accent sur un fond, par exemple, que je regarde un petit peu, bah en fait, il me génère une classe, il me dit has background, donc il me dit qu'il y a un background, et il me donne le nom de la couleur que j'ai spécifié. Donc en fait, il me dit qu'il y a un background et il me donne même le numéro dedans. Ça veut dire que je vais le trouver. Ça veut dire que ici, je peux dire, dès que j'ai un truc qui a une classe qui contient 0 background color, 50 background color, 100, jusqu'à 600. Donc dès que j'ai un élément à qui j'ai assigné une couleur qui a un indice qui est inférieur ou égal à 600, je vais lui écrire en noir. Dès que c'est supérieur de 700 à 1000, je vais lui écrire en blanc. Après, bien sûr, il y a une petite nuance. Là, vous voyez que dans Brand, c'est noir de 50 à 300. Ça se trouve ici, c'est noir de... Là, ça va jusqu'à 400. Donc là, ça marche. Là, ça change un petit peu. Voilà, à un moment, il faut faire des arbitrages, en fait. Ça se trouve, ça ne va pas être exactement la même chose selon les couleurs. Mais voilà, d'où l'intérêt de choisir des couleurs témoins qui sont à peu près sur les mêmes niveaux pour pouvoir automatiser des choses. Et là, c'est déjà une manière, donc là, c'est une traduction technique. Ça nous permet d'anticiper de l'accessibilité visuelle sur le site, mais c'est aussi une manière d'industrialiser les principes design. Je vous montre une dernière chose et après on en aura fini. C'est une chose qui va mixer plusieurs choses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mix de couleurs
de gris, de couleur de gris et d'espacement. Promis, ça va bien se passer. Donc là, j'enlève tout. Ok. On est bien d'accord? Quand on met en page un site, parfois on fait des sections sur le site. On fait des sections, une section témoignage, une section machin. Voilà. Donc là, je vais faire par exemple une section. Donc quand on fait une section dans l'éditeur, c'est un groupe. Ok? C'est un groupe auquel je mets une couleur par exemple. Donc je fais une section bleue. Pourquoi? Ça, on ne sait pas. Je fais une section jaune et je fais une section grise. Voilà. Là, je vais le mettre. Ici. Par défaut, j'ai ça. Je vais mettre à chaque fois du texte dedans. Alors, bleu-violette, hein, j'ai jamais réussi à définir ce que c'était vraiment ma couleur. Hein. Chacun ses démons. Et section arc. Donc là, vous voyez que... Ah, déjà, il y a un truc qui a changé. C'est que quand je fais une section, un groupe ou quoi que ce soit, ça marche aussi si je mets un fond dans une colonne. Parce que vous avez vu avant, le groupe colonne, on peut lui mettre une couleur de fond. Donc ça veut dire que je peux mettre un fond dans une colonne. Ah, on va le faire vite fait, juste pour se rendre compte. Là, je mets une colonne, je fais ça. Ici, pas de fond. Ici, un fond. Je reviens dans colonne. On a vu avant que je pouvais mettre un fond. Je vais mettre ça. Qu'est-ce que ça donne? Ah, j'ai l'impression que là, pour l'instant, j'ai les mêmes espacements internes dans tous mes éléments qui contiennent des couleurs en fond. C'est intéressant ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends un élément et que je le mets sur ma grille wide? Tiens, j'ai pas les mêmes paddings. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai défini en design qu'un élément que je mets en page sur une grille wide, c'est un élément où je veux qu'il ait plus de place, en fait. Je veux qu'il soit confortable, en fait. Ça voudrait dire que si ce groupe-là, je le mets en pleine largeur, j'ai encore un autre truc. Ah ouais. Donc ça veut dire que là, on peut même jouer, et c'est tout l'intérêt là d'être sensibilisé un petit peu au code, c'est que on peut jouer sur l'addition des classes. C'est-à-dire que tous ces groupes-là, et je vais vous montrer sur les colonnes, c'est le même principe. Là, vous voyez, il y a un padding 1. Si je mets la colonne en grande largeur, si je l'ai bien intégré, hein, je n'avais pas pris en compte. Mais si je l'ai la colonne en grande largeur, j'aurais très bien pu m'attendre à avoir dans le gris les mêmes paddings, au moins top et bottom, que dans le bleu, parce que c'est du wide. Mais en tout cas, ça veut dire que je peux me servir d'un style par défaut ou d'une option par défaut qui est le background. Je fais exactement la même chose pour les bordures. C'est pour ça que les bordures, je les ai spécifiées, mais ça fonctionne, c'est exactement le même principe. Donc j'utilise la possibilité de mettre une couleur, et cette couleur, donc ça me sort un truc. Vous avez vu avant, ça me sort une classe qui me dit background 900. En plus, je lui mets un positionnement sur la grille. Pareil, ça vous sort une classe qui dit c'est en wide ou c'est en full. Et en fait, c'est l'addition de ces deux trucs, de ces deux propriétés, en fait, qui va venir m'amener à proposer plusieurs types de padding, par exemple, dans un élément, ou plusieurs types de margin en fonction de l'espacement, etc., etc., etc. Et là, c'est là où vous commencez vraiment à industrialiser des choses. Et bien sûr, ah oui, ce qu'on n'a pas vu, mais vous le voyez là, c'est que je vais vous montrer les groupes. Ici, vous aviez ça. Tous les espacements qu'on a là, bien sûr, tous les paddings qu'on a là,
c'est des paddings qui ont été définis de manière, en faisant référence à mes espacements que j'avais avant en mode fluide. Ça veut dire que, et on finira là-dessus, je vais enlever la colonne parce qu'elle est un peu gênante. Ça veut dire que dès maintenant, c'est prévu en design que, donc là on a des espacements, je peux vous montrer à quoi ça correspond, hein, celui-là. Vous verrez qu'il n'y a pas de, c'est pas défini avec c'est pas défini avec enfin là dans l'inspecteur c'est défini avec des valeurs fixes, hein. Mais vous voyez que c'est le truc qui s'appelle spacer M fluid. Ça veut dire que quand je vais réduire ça en responsive, tous mes espacements, tous mes paddings s'auto-responsivent tout seul, en fait. Ce que je lui ai dit, tu ne me mets pas en padding 15, tu me mets un M fluide. Donc il va faire 30 en desktop et 15 en mobile. Donc ça marche avec les fonds, ça marche avec les borders, ça marche avec plein de choses. Donc voilà, voilà par rapport à... Donc là l'idée c'était qu'on puisse voir, que vous puissiez avoir... C'était vraiment ça l'idée de commencer avec quelques captures d'écran, d'options vraiment natives, la base de l'éditeur de bloc, et que vous puissiez voir, ou en tout cas entrevoir, qu'est-ce qu'on peut automatiser, généraliser, industrialiser sur la base d'éléments natifs de l'éditeur qui sont hyper simples, quoi. C'est pour ça que je pars toujours du principe que tant qu'on n'a pas maîtrisé ces choses-là, partir sur des blocs personnalisés ou des blocs sur mesure, c'est un petit peu surfait parce que c'est surtout, voilà, en réalité, pour 80% des besoins, on n'a pas besoin de blocs sur mesure. Vous avez les styles par défaut, vous avez des registres styles, donc les boîtes dans les styles personnalisés que vous pouvez créer, et sinon vous pouvez déclencher en CSS par exemple des styles qui correspondent à des contextes. Par exemple, dire un média et texte par défaut, c'est média à gauche, texte à droite, et un média et texte dans une colonne, vous pourriez très bien dire, en fait, c'est pas viable, donc dans une colonne, le texte va passer sous le média. Et ça, vous l'automatisez en CSS. Donc voilà. J'espère que ça a été. J'ai l'impression que ça a été dense, mais j'espère que ça aura été instructif. Et puis, si vous avez des questions, je suis disponible.